Bonjour tout le monde! Ceci est la quatrième partie du cours du Deep Learning. Si vous voyez cette vidéo en premier, je vous recommande de voir au début les premiers chapitres pour mieux comprendre les étapes, les techniques et les notations utilisées dans cette vidéo. Si vous connaissez déjà théoriquement le Deep Learning et les réseaux de neurones artificiels et vous voulez pratiquer en utilisant Python, alors suivez ce cours jusqu'à la fin. Nous allons utiliser Python pour construire un modèle de classification en utilisant le réseau de neurones. Préparez une tasse de café ou du thé, installez-vous devant votre PC et allons-y. Après avoir appris les bases d'apprentissage en profondeur ou le Deep Learning avec les réseaux de neurones, commençons maintenant avec un exemple simple pour appliquer les étapes de construction d'un réseau de neurones que nous avons vu auparavant. Dans ce chapitre, nous allons construire un modèle d'apprentissage en profondeur pour prédire le type de fleurs avec le jeu de données Iris. Ce jeu de données est très populaire. Tous les étudiants, tous les data scientists le connaissent peut-être déjà. L'ensemble des données comporte 4 variables de caractéristiques concernant la fleur, à savoir la longueur et la largeur des sépales, la longueur et la largeur des pétales, la classe cible ou bien la variable à prédire et le type d'espèce. Il y a 3 espèces ici à savoir Setosa, Versicolor et Virginica. L'objectif de cette vidéo est de construire un modèle du Deep Learning avec Keras 2.0 pour prédire le type d'espèce. Vous retrouvez le code de ce chapitre dans le notebook Iris Deep Learning Classification. Ceci est disponible sur mon GitHub ou bien sur mon Drive. Vous trouvez les deux liens dans la description de la vidéo. J'utilise Google Colab pour exécuter le code, mais vous pouvez le faire sur votre ordinateur. Il suffit d'avoir un système d'exploitation compatible avec Keras. Ouvrons le notebook maintenant. Le bloc de code configuration contient une liste de dépendances nécessaires pour cet exercice. Exécutez ce code une fois pour installer tous les dépendants. Cette étape peut prendre quelque temps selon la disponibilité des librairies dans votre environnement. Les dépendances sont installées maintenant. Comme nous l'avons mentionné dans la vidéo précédente, les données d'entrée doivent être pré-traitées et préparées pour l'apprentissage en profondeur avant de les utiliser pour entraîner le modèle. Revenons maintenant au code de la vidéo à la deuxième section. Préparation des données. Chargeons d'abord le fichier iris.csv dans une data frame Pandas. Ce fichier est disponible sur mon GitHub. Vous pouvez le charger sur Google Colab ou l'utiliser directement sur votre machine. Nous affichons ensuite le contenu de la data frame. La variable cible ou la variable à prédire est une variable texte. Elle doit être convertie en variable numérique pour l'utiliser en réseau de neurones. Pour cela, nous utilisons un modèle Label Encoder sur la colonne Species pour mettre à jour la colonne Species avec l'encodage correspondant. Ensuite, nous convertissons la data frame en tableau NumPy qui présente le format d'entrée préféré pour le Deep Learning. Ensuite, nous séparons la variable fonctionnalité ou bien caractéristique ou bien features de la variable cible ou bien target ou bien la variable à prédire et on les nomme xdata, ydata. Xdata a 4 colonnes et ydata en a une. Nous imprimons la variable de caractéristique et la variable target pour les vérifier. Étant donné que les variables features sont numériques et que chaque colonne peut être à une échelle différente, nous devons les mettre à l'échelle. Pour cela, nous créons un modèle Scalar pour les données xdata. Ensuite, nous transformons les données xdata en utilisant ce modèle. Maintenant, étant donné que la variable cible ou la variable à prédire est une variable multiclasse, nous utilisons un encodage à chaud pour créer 3 colonnes. Chaque colonne présente une espèce. Nous imprimons le contenu de ces variables après la mise à l'échelle et l'encodage à chaud. Enfin, nous devons diviser les données en un ensemble d'entraînement et un ensemble de tests. On garde 10% des données pour le test. Ensuite, nous imprimons la dimension de ces ensembles de données. Notez que nous n'ajoutons pas les données de validation dans notre répartition des données, car Keras a une fonctionnalité pour créer les données de validation à partir des données d'apprentissage Xtrain, YTrain. Nous explorons cela plus tard dans cette vidéo. Exécutons ce code et explorons les résultats.
Maintenant que le pre-processing est terminé, nous voyons les données chargées avant le pre-processing. Nous pouvons voir les features, à quoi elles ressemblent avant la mise à l'échelle et après la mise à l'échelle. Nous pouvons voir que les données ont tous été converties en valeurs numériques de la même échelle. La variable cible est maintenant une variable encodée avec 3 colonnes. Et enfin, nous voyons les dimensions des données d'apprentissage et de test. Définissons maintenant un modèle pour le problème d'iris. Nous continuons sous le même notebook pour créer le modèle. Le code de cette partie est dans la section 4.3. Lorsque nous disons que nous créons un modèle dans Keras, nous définissons simplement l'architecture et les hyperparamètres du modèle ou du réseau de neurones. La formation du modèle aura lieu plus tard. Une fois le modèle est défini de cette manière, il peut être entraîné et recyclé un nombre de fois illimité. Nous commençons par définir le nombre de classes à prédire. Rappelez-vous que nous avons déjà utilisé l'encodage one-hot pour la variable à prédire. Nous procédons maintenant à la création d'un modèle séquentiel avec Keras. Nous pouvons maintenant commencer à ajouter des couches au modèle. Nous ajoutons la première couche cachée de 128 nœuds. C'est un nombre que nous pouvons améliorer pendant la validation du modèle. Ensuite, nous définissons la forme d'entrée. Puisque nous savons que nous avons 4 variables d'entrée, nous définissons la même chose ici. Nous pouvons fournir un nom logique pour la couche qui est utile pour imprimer les informations ultérieurement. Nous utilisons la fonction d'activation d'unité linéaire rectifiée pour cette couche. Nous continuons à ajouter une couche cachée, Hidden Layer 2. Nous aurons à nouveau 128 nœuds, puis la fonction d'activation relue. Enfin, nous ajoutons la couche de sortie. Ici, le nombre de nœuds sera égal au nombre de classes dans la variable à prédire. Nous utilisons la fonction softmax pour prédire les probabilités de chaque classe pour l'entrée fournie. Ensuite, nous compilerons le modèle. Pour le calcul des pertes, nous utilisons Categorical Cross Entropy, puisqu'il s'agit d'un modèle de classification multiclasse. Nous utilisons également la précision comme métrique pour mesurer la perte. Il existe un certain nombre d'autres paramètres pour compiler le modèle, mais nous avons pris les valeurs par défaut. Nous les discutons encore plus dans la partie d'optimisation et réglage du modèle. Enfin, nous affichons le résumé du modèle. Exécutons ce code. Nous voyons le résumé du modèle imprimé ici. Il montre chaque couche et la forme de sortie. Il montre également le nombre total de paramètres dans le modèle, qui sont les poids et les biais sur les 2 couches cachées et une couche de sortie. Vous pouvez vous référer à la vidéo précédente sur les poids et les biais et la façon dont ils sont déterminés. Nous avons maintenant préparé les données et créé un modèle dans les étapes précédentes. Continuons maintenant et formons un modèle. Le code principal de cette étape se trouve dans la section 4.4. Nous définissons la variable verbose à 1, donc le modèle imprimera les détails de la propagation pendant l'apprentissage. Nous allons ensuite définir les hyperparamètres pour l'apprentissage. Ceux-ci sont bien sûr fixés initialement sur l'intuition, puis affinés sur l'expérimentation au fur et à mesure que nous améliorons le modèle. Nous avons défini la taille du lot ou bien batch size sur 16. Nous fixons le nombre d'étapes ou époques à 10. Nous utilisons une répartition de validation de 20%. Cela signifie que 20% des données d'entraînement seront utilisées par le modèle pour la validation après chaque étape. Bien que le pourcentage recommandé pour la validation est 10%, ici nous l'augmentons parce que l'échantillon n'est que 150 enregistrements. L'étape d'apprentissage est simple. On va le faire en utilisant une seule fonction en Keras. La fonction modèle.fit est utilisée pour entraîner le modèle et également capturer les détails sur l'entraînement. Le premier paramètre est la variable xtrain, suivi de la variable à prédire, ytrain. Ensuite, nous définissons les valeurs pour la taille du lot, le nombre d'étapes, la répartition des données de validation. Cette fonction initialisera les poids et les biais, les améliorant à l'aide de la descente du gradient, et stockera les poids et les biais finaux dans le modèle. On peut également stocker le résultat dans la valeur history. Nous utilisons cette valeur history pour tracer la précision des prédictions de l'échantillon par rapport aux étapes. Enfin, nous utiliserons la fonction evaluate pour évaluer le modèle par rapport à l'ensemble des données de test et affichant les résultats. Exécutons ce code et examinons le résultat.
Nous voyons le progrès du training affiché après chaque étape. Il montre la durée totale et la variable perte calculée par la fonction du coût. Il affiche également la précision des prédictions par rapport à l'ensemble de données de validation. Le graphe montre que la précision monte après chaque étape. La prédiction augmente également progressivement et atteint environ 90%. Si la précision à ce stade n'est pas acceptable, nous pouvons augmenter le nombre d'époques et réessayer. L'évaluation par rapport à l'ensemble des données de test montre également une précision de 96%. La construction de modèles est un processus itératif dans le monde réel ou bien des projets réels et nécessite une architecture de modèles distincte, des hyperparamètres et un recyclage de modèles. Dans le monde d'apprentissage automatique, les modèles sont formés dans un environnement différent de celui où ils sont utilisés pour l'inférence. Maintenant, nous allons répondre à la question comment stocker, déplacer et charger des modèles entre les environnements. Dans le code, plus spécifiquement, la section 4.5, nous avons un exemple pour stocker et charger des modèles du deep learning. Afin de sauvegarder un modèle, nous utilisons la méthode model.save pour sauvegarder le modèle que nous avons entraîné. Ici, nous enregistrons le modèle dans IrisSave, un répertoire dans lequel les éléments du modèle seront enregistrés. Nous pouvons charger le modèle avec la fonction loadModel une fois le modèle est chargé. Nous pouvons afficher le résumé et vérifier le modèle. Exécutons ce code et examinons les résultats. Nous pouvons maintenant voir que le modèle a été enregistré et rechargé. On peut également explorer le contenu de IrisSave. Le modèle ici est enregistré en format binaire et les métadonnées. Pour copier le modèle, nous devons copier le répertoire et le déplacer vers la destination. Après avoir formé un modèle d'apprentissage en profondeur pour les données iris, faisons quelques prédictions avec des nouvelles données. Nous commençons par une entrée de prédiction de 4 variables. Longueur de sépales, largeur de sépales, longueur des pétales et largeur des pétales. Les variables utilisées pour la prédiction doivent subir le même pré-traitement que celui effectué pendant l'apprentissage. Nous utilisons la même mise à l'échelle que nous avons utilisée pendant l'apprentissage pour mettre à l'échelle les variables de fonction de prédiction. Ensuite, nous utilisons la fonction predict sur le modèle pour prédire la classe des données que nous venons de mettre à l'échelle. Le résultat est une liste de probabilités des différentes classes. Nous utilisons ensuite la fonction argmax pour obtenir l'indice de probabilité le plus élevé. Ensuite, nous utilisons le même encodage entier pour effectuer la transformation inverse et obtenir la classe correspondant à cette probabilité. Exécutons le code et examinons le résultat. Premièrement, nous voyons les probabilités pour les 3 classes à savoir Setosa, Versicolor, Virginica. Dans cette liste, Versicolor est la probabilité la plus élevée avec 67%. Ensuite, la fonction de transformation inverse extraira le nom correspondant qui est Versicolor. Dans cette vidéo, nous avons vu un exemple simple du deep learning avec des données structurées. Dans la prochaine vidéo, nous découvrons ensemble l'utilisation du deep learning pour un exemple de classification binaire du texte. Si cette vidéo vous a plu, laissez des pouces bleus, abonnez-vous à la chaîne et laissez vos remarques et suggestions dans les commentaires ci-dessus. Merci pour votre attention et à très bientôt.